Alors, on va faire une petite pause historiographique qui nous fera du bien pour nous situer cette histoire de la philosophie médiévale. Non? Le Moyen-Âge est cette période millénaire qui s'étend du 5e au 15e siècle. Pour les uns, il commence à l'édit de Constantin en 313, qui octroie la liberté d'expression au christianisme, jusqu'alors persécuté par l'État romain. Pour les autres, il commence à la déposition de Romulus Augustulus en 476, qui signe la chute de l'Empire. Selon les opinions, il s'achève soit avec la chute de Byzance en 1453, soit avec la découverte de l'Amérique en 1492. L'expression Moyen-Âge apparaît pour justifier l'émergence d'une nouvelle époque, celle de la Renaissance. C'est alors qu'apparaissent les expressions comme media tempestas, medium evum, media antiquitas, qui sont autant de traductions de mots Moyen-Âge. Le premier à avoir employé en 1469 les termes media tempestas, la période moyenne, est Giovanni Andrea Bussi, évêque d'Aleria. Il use de cette expression dans son éloge de Nicolas de Cuse, décédé en 1464, comme je l'ai dit, appelé le dernier des médiévaux et le premier des modernes, dont il était un interlocuteur et un ami. Elle désigne, cette expression, un passé récent par opposition à un passé plus reculé, et s'imposera définitivement vers 1550, date à laquelle Giorgio Vasari, peintre, architecte, écrivain toscan, mort en 1574 à Florence, auteur de Vie des plus excellents peintres, une des publications fondatrices de l'histoire de l'art, où le terme Rinascita, Renaissance, apparaît pour la première fois, et pour désigner un processus de retour à la beauté antique, grecque et latine. Le terme s'impose donc dans un contexte esthétique. Voilà pour l'expression qu'il faut tout de même étudier. À partir de ce moment, le Moyen-Âge prend le sens péjoratif de période obscure et barbare. Il est défini comme obstacle et période intermédiaire à surmonter. L'Europe renonce avec l'Antiquité à une époque pleine de promesses pour les arts, les lettres, les sciences, et s'ouvre enfin aux humanités. Au XIXe siècle, l'anticléricalisme régnant dénoncera l'obscurantisme et l'intolérance du christianisme médiéval. Cette stigmatisation d'un fanatisme moyenâgeux contribuera largement à la légende noire du Moyen-Âge, jusqu'à une période récente, car de nos jours, les études médiévales connaissent de fortes avancées et les préjugés idéologiques tombent peu à peu au profit d'un savoir scientifique, académique, renouvelé. Mais les idéologies sont tenaces, comme le montrent les différentes manières d'aborder l'étude de la philosophie au Moyen-Âge. Et c'est sur cela que je vais m'attarder un moment. En considérant par exemple les historiens de la philosophie médiévale que sont Alain de Libera, Paul Vigneault et Kurt Flasch en Allemagne. En fait, Alain de Libera est le disciple de Paul Vigneault en France et de Kurt Flasch en Allemagne. Cette manière d'envisager l'histoire de la philosophie médiévale remet en question la distinction traditionnelle qui régnait entre philosophie et théologie, entre raison et foi, qui pose des questions de fond,
Et cette manière d'envisager donc l'histoire de la philosophie médiévale prend le parti d'une histoire, je cite, plurielle, décentrée, multiculturelle, en faisant jouer une interaction entre les interprétations, les documents, les doctrines d'origine grecque, syriaque, arabe et latine. Et on essaye de diversifier au maximum. Et c'est une manière, nous le verrons, qui s'inspire aussi de l'approche foucaldienne de l'histoire. Il y a une autre manière d'envisager la philosophie au Moyen-Âge, qui est celle du grand médiéviste Étienne Gilson, qui est plus spéculative et pour laquelle la philosophie n'a pas surgi pour répondre à des questions déterminées par un conditionnement socio-culturel posé dans un contexte historique et géographique précis, mais pour répondre à l'exigence d'une vérité absolue et intemporelle, valable universellement pour tous les hommes de tous les temps. Vous voyez, il y a deux façons d'approcher l'histoire, et c'est bien aujourd'hui ce qui fait l'objet d'un débat, qui doit faire l'objet d'un débat. Est-ce qu'on doit fabriquer l'histoire ou est-ce qu'on doit restituer l'histoire en fonction de la réalité grâce à toutes les disciplines auxiliaires de l'histoire qui permettent d'approcher la réalité historique. Bon, la conception d'Alain de Libera refuse cette vue spéculative gilsonienne qui lui paraît trop linéaire et traditionnelle. Son optique se veut, je cite, archéologique. Sa méthode s'inspire de la pensée de Michel Foucault et de la philosophie analytique anglo-saxonne. Ainsi, il part de la pluralité des doctrines pour conclure à une pluralité de pensées opposées les unes aux autres et jamais unifiées. C'est pourquoi sa recherche consiste à traduire sans fin une pensée dans une autre. Dans cette perspective, il ne s'agit pas de rapporter ce que les philosophes du passé ont proposé comme réponse à un problème supposé invariant ou transhistorique, mais de déterminer pour chacun ce qu'a été sa problématique propre, afin de comprendre les réponses à ces questions dans telle ou telle situation. À partir de ces réponses, on reconstruit les questions auxquelles elles répondent, elles-mêmes étant des réponses à d'autres questions à reconstruire, et ainsi de suite. Vous saisissez donc l'ampleur du problème. Cette option herméneutique préjuge de l'idée que toute pensée dépend du contexte dans lequel elle voit le jour. Elle soulève du même coup un problème philosophique, qui est de savoir si la pensée en tant que telle ne jouit pas, en vertu de l'objet qu'elle vise, d'un caractère intemporel et universel qui définit la condition même de la liberté et de la nature de l'homme comme animal raisonnable. Le risque majeur de cette lecture archéologique et génétique de l'histoire de la pensée est de fabriquer cette histoire en tombant dans un relativisme aggravé d'un présupposé idéologique, d'un parti pris herméneutique arbitraire et donc discutable, où finalement, comme disait Nietzsche, tout est interprétation. Les publications d'Alain de Libera ont pris, dans ce contexte, le devant de la scène à la faveur d'un regain d'intérêt pour une nouvelle histoire, une nouvelle lecture de l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge et de l'histoire tout court, au XXe siècle. Elles succèdent chronologiquement aux travaux de la grande figure d'Étienne Gilson en France, que j'ai cité, et s'inscrivent dans le lignage de la conception historiciste de Kurt Flasch, le maître d'Alain de Libera, qui s'est imposé face à une vision donc plus spéculative et métaphysique comme celle de Gilson. Alain de Libera
parle de la philosophie médiévale. Étienne Gilson étudie la philosophie au Moyen Âge. C'est assez significatif. Il y a une histoire de la philosophie, mais la philosophie se ramène-t-elle à l'histoire socio-économico-politique dont elle dépendrait structurellement, ou se définit-elle en fonction des questions qui se posent à tous les hommes de tous les temps, et en particulier à cette question, des questions que nous avons mis en exergue, à savoir comment se fait-il qu'il ait quelque chose et non pas rien. Le métaphysicien pense que ces questions ne dépendent pas des conditions culturelles passagères. Elles surgissent du fond du cœur humain, d'un émerveillement ou d'une angoisse, comme je le dis, où la nature de l'homme se confronte aux vicissitudes de la vie, en cherchant à répondre à ses inquiétudes et exorciser l'angoisse. Au vu de son questionnement intemporel, sans lequel la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine, son historisation ne lui attribuerait qu'une valeur relative. Qu'est-ce qui définit donc la pensée au Moyen Âge par rapport à celle de l'Antiquité et des temps modernes? Ce qui distingue et définit une époque, répond le philosophe spéculatif, est la nature de la réponse apportée à une question essentielle, voire existentielle. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Les réponses peuvent varier, mais le sens de la vie dépend de la réponse qui lui est donnée. Si le rien ou le néant l'emporte, l'être n'est plus qu'une vapeur, comme dit Nietzsche, une illusion à dissiper en disparaissant avec lui. Si l'être a la primauté, alors il s'agira de comprendre comment ce qui est a commencé d'être, puisqu'on ne peut être avant d'être, ni avoir été en étant. Quand il s'agit de parler de philosophie au Moyen Âge, celle-ci apparaît aussitôt à la théologie, que ce soit celle du judaïsme, de l'islam ou du christianisme. Les penseurs médiévaux, en effet, réfléchissent en intégrant le fait de la révélation, ce qui modifie profondément les conditions dans lesquelles la raison s'exerce. On l'a vu. Cependant, les religions du livre, ainsi que le christianisme, qui, tout en s'en rattachant, est essentiellement une religion de l'incarnation et non du livre, ne sont pas des philosophies. Ce sont des doctrines du salut qui s'adressent à l'homme pour le soulager de sa misère, lui en montrer les causes, lui en apporter le remède. Et si la philosophie est un savoir qui naît de l'intelligence, s'interrogeant sur la nature des choses, la religion, elle, parle à l'homme de son destin, soit pour qu'il s'y soumette, comme la religion grecque, soit pour qu'il le réalise, comme la religion chrétienne. Je cite ici Gilson. Ceci explique pourquoi, souligne Gilson, influencés par la religion grecque, les philosophies grecques sont des philosophies de la nécessité, au lieu que les philosophies influencées par la religion chrétienne sont des philosophies de la liberté. Fin de citation. Voilà déjà une première ligne de démarcation entre la philosophie antique et la philosophie médiévale. Hellénisme et christianisme sont rentrés en relation très tôt, et la question est de savoir qui a assimilé l'autre. Ce que les Grecs ont légué, poursuit Gilson, est une philosophie du logos. Le logos philosophique qui se donne pour tâche la connaissance de ce qui est en le rendant intelligible, s'affirme comme un principe de libération. Or, il rencontre une religion qui est révélée par le Verbe de Dieu, le logos divin, qui annonce le salut. Il y a donc là un point de contact. Voilà l'approche de Gilson. À ce recoupement s'ajoute un même soubassement existentiel commun
à savoir le problème du mal. Or, pour les Grecs, le mal est sans remède parce qu'il se confond avec l'existence même. Alors que pour les chrétiens, le mal est une blessure, avant tout morale et surnaturelle, qui atteint la nature humaine, mais peut être guérie par la grâce du Christ. Ceci explique pourquoi le judéo-christianisme n'a pas le sens tragique de l'existence propre à l'hellénisme et dont a hérité l'islam. D'où la divergence des solutions face au problème du mal. La réponse grecque a donné naissance aux différents gnosticismes. Ceci consiste à affirmer la libération de l'homme par la connaissance, la gnosis. La connaissance, en remontant jusqu'à l'origine du mal, découvre que celui-ci se confond avec l'existence même. L'existence est un crime qu'il faut payer par la mort, proclamé Anaximandre, qu'on a étudié plus tôt. La religion chrétienne a lutté dès les débuts contre cette solution en affirmant que l'origine du mal n'est ni anonyme ni aveugle, mais personnelle et responsable. Elle n'est pas exclusivement naturelle, mais surnaturelle, et son remède est par conséquent surnaturel. Bon, il faut savoir ces choses-là pour bien se situer dans le contexte de l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge. L'histoire de la philosophie au Moyen-Âge montre qu'elle ne se réduit pas à un jeu savant et stérile visant à satisfaire une curiosité gratuite de la raison. L'enjeu de la réflexion philosophique est vital, existentiel. Il y va du sens de la vie et du salut de l'homme. N'oublions jamais que le philosophe grec et le théologien chrétien sont des hommes engagés. Ils ne sont pas seulement des témoins de périodes qui se succèdent, héritant de questions toujours nouvelles à résoudre en fonction des circonstances socioculturelles variables, changeantes. Ce sont des penseurs conscients d'être les porteurs d'un questionnement universel qui traverse tous les temps. À nouveau, comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Que signifie être là? D'où vient-on? Où va-t-on? La question lancinante, qui revient toujours, culmine dans la question d'Aristote. Qu'est-ce que l'être? Ce questionnement se formule au Moyen-Âge sous la forme du rapport entre ce qui est et l'être de ce qui est, ou le rapport, comme on l'a dit, entre l'être et l'essence. Telle est formulée autrement la question que se posaient les anciens. Comment ce qui change sans cesse peut-il être? Autrement dit, comment ce qui est maintenant peut être ce qui était tout à l'heure? Toti en einai, quod quid eratesse, vous vous souvenez? Car si tout devient toujours, rien n'est jamais, comme dit le Théétète de Platon. Les présocratiques, comme toute la pensée orientale, pensaient que tout est un, que le monde réel, par conséquent, est éternel. Il s'ensuivait que tout ce qui devient est irréel, et pour ainsi dire de trop pour l'éternité dans laquelle le devenir doit se fondre, c'est disparaître, plutôt se fondre. Allez-y. Je voulais revenir sur la question historique à propos du lien d'avoir une pratique à côté. Ouais. C'est-à-dire que là, la théologie chrétienne ne nie rien de l'apport de la sagesse humaine. C'est pourquoi tout l'apport de la pensée grecque est intégré et non pas rejeté a priori. Il y a une vérité de la pensée grecque, et Hadot, en ce sens, mis l'accent sur le fait que une de ces vérités, c'est que le philosophe exerce aussi une sorte d'examen de conscience, une sorte de comment dirais-je, comment dit Hadot, d'exercice spirituel, voilà, d'exercice, n'est-ce pas, oui, c'est vital, c'est un engagement, comme je l'ai dit, voilà, c'est pourquoi, disons, ce n'est pas le philosophe dans son bureau, dans sa bibliothèque refermée, on dit, non, la pensée fait partie de
de ce qui permet à l'homme d'être humain, puisque l'homme est de nature raisonnable. Et alors, encore doit-il raisonner de manière raisonnable, en recourant à la raison, justement. Est-ce que du coup ces exercices spirituels découlent du texte de... Non, ça découle vraiment de la sagesse humaine. D'ailleurs, par exemple, le théologien Thomas d'Aquin, et moi c'est ce que je développe dans mes études, là, il y a une autonomie de la philosophie. Ouais, la philosophie n'est pas la théologie. La philosophie, c'est l'exercice de la raison qui jouit d'une véritable autonomie, tout en étant limité, mais qui peut bénéficier des lumières de la révélation, comme on l'a dit tout à l'heure à propos des étangs finis créés. Il est à la portée de la raison, sans la lumière de la révélation, de prouver par exemple l'existence de Dieu, dit Thomas d'Aquin, ou Avicenne. Bon, l'héritage grec auquel s'ajoute l'éclairage de la révélation nourrit la pensée médiévale. Toute la puissance spéculative des penseurs médiévaux se situe d'emblée à la croisée des chemins de la philosophie et de la théologie, de la raison et de la foi, réunis dans la notion de logos commune aux deux. La raison, bon, on verra ça. Là, le logos, bon, si c'est le logos en tant que ce verbe divin, l'intelligence divine, si l'on veut, quoi, non, et puis l'intelligence humaine, quoi. Bon. Il serait imprudent toutefois de conclure que la foi chrétienne s'oppose à la raison grecque. Au contraire, elle la vivifie. Ainsi, saint Paul reproche aux philosophes de son temps de ne pas connaître l'existence de Dieu par l'intelligence à partir du spectacle du monde. S'il est possible à la raison humaine de connaître l'existence de Dieu à partir du monde extérieur, la raison jouit d'une autonomie et d'une relative indépendance par rapport à la foi. Saint Thomas d'Aquin est le penseur qui ira le plus loin en ce sens, en développant une métaphysique propre qu'il distingue de la théologie surnaturelle. Il faudra distinguer d'ailleurs aussi, même chez Aristote, il y a une théologie, mais c'est la théologie au sens de métaphysique, métaphysique des êtres qui n'appartiennent pas au monde matériel. Donc les philosophes anciens et médiévaux, quels qu'ils soient, chrétiens, juifs ou musulmans, tombent d'accord sur une vérité universelle et nécessaire, à savoir que rien ne peut sortir de rien. Ils se séparent en ceci qu'ils reçoivent de la révélation l'idée que ce monde a été créé ex nihilo. La question lancinante « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» prend un accent nouveau. La nature de ce quelque chose qui est là, devant moi, de même que ce quelqu'un que je suis, est celle d'un étant fini créé. Les créatures sont. Elles n'étaient pas avant d'être. C'est ce qui les définit en tant qu'étant fini. Elles ne peuvent donc provenir que d'un être qui a toujours déjà été. L'axiome de rien, rien ne peut sortir, garde toute sa valeur. Mais il prend ici un sens positif. Créer, c'est recevoir l'être d'un être qui n'a eu ni à le recevoir, ni à se le donner. Un être, par conséquent, qui n'a jamais commencé d'être. D'où, au commencement était le verbe, qui signifie qu'avant que les choses créées fussent, le verbe était déjà. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit le Christ. Tout ce qui est, les étangs finis, chaque créature, la totalité du monde créé, jouit donc d'un être qui lui est propre. Mais cet être propre de ce qui est, l'être de chaque chose, se confond-il avec ce qui est? C'est la question, c'est l'être et l'essence. Autrement dit, l'être de ce qui est s'identifie-t-il à son essence, à ce qui le définit? Est-il parce qu'il est ce qu'il est, ou est-il ce qu'il est parce qu'il est?
C'est l'essence, c'est pas son essence. Son essence détermine ce qu'il est, mais ne lui donne pas l'être. Nous retrouvons la question à laquelle Platon répondait en disant « L'être réellement réel, ontos homme, de chaque chose, est son essence, c'est-à-dire l'idée immuable et éternelle, et que dès lors, rien n'est réel en dehors du monde des idées. Il n'y a donc pas de distinction chez Platon entre l'être et l'essence, au niveau de l'idée. Seul est vraiment le monde intelligible des idées, unifié par l'idée des idées, qui est l'un en tant qu'il attire tout à lui, ou le bien en tant qu'il se diffuse en tout. Cette doctrine, nous le savons, a fait l'objet de la critique d'Aristote, qui s'interrogera sur la nature de ce réellement réel. S'il s'agit de l'un, que devient la réalité concrète? Ne risque-t-on pas de retomber dans l'aporie parménidienne qui niait la réalité du monde multiple? Toute l'histoire de la philosophie repose sur ce dialogue entre Platon et Aristote. Et elle va se développer au Moyen-Âge sous la forme du néoplatonisme face à l'aristotélisme qui apparaîtra grâce à Avicenne. Et nous étudierons donc, alors nous allons étudier à partir de maintenant toutes les formes de néoplatonisme qui vont se développer et qui vont être le néoplatonisme va être structurant et décisif dans l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge. Nous étudierons donc ce néoplatonisme au Moyen-Âge sous la forme du néoplatonisme païen, le néoplatonisme chrétien et le néoplatonisme musulman.